Épisode 1. Dans la valise d'Alfred de Musset. Une valise au nom de Musset a été retrouvée dans le hall. Alfred de Musset, merci de venir la récupérer. Alors, voyons voir. Dans la valise de Musset, il y a des gants blancs, un masque de théâtre, des œufs, une rose fanée et une bouteille de vin. Mais qu'est-ce que ces objets représentent ? D'abord, les gants blancs. Ah, le blanc symbolise probablement l'innocence et la pureté de la jeunesse. Il faut dire qu'il était mignon, le petit Alfred de Musset. Il est né le 11 décembre 1810 à Paris. Issu d'une famille d'aristocrates, il grandit dans un monde très cultivé et découvre rapidement la littérature. Tout petit déjà, Alfred brille par son humour, sa répartie et sa vivacité d'esprit. Avec son frère Paul, ils lisent beaucoup, par exemple les contes des Mille et une nuits, qu'ils s'amusent à mettre en scène dans un petit théâtre improvisé. Ils dévorent aussi des romans de chevalerie et s'inventent des aventures extraordinaires. Même s'il est parfois distrait, Alfred fait une brillante scolarité, obtenant félicitations et récompenses, comme le rappelle son frère dans sa biographie. Dès ses premières compositions, Alfred de Musset obtint les meilleures places et fut remarqué du professeur. Malheureusement, il se fait aussi embêter par ses camarades. En revanche, comme il était le plus petit de sa classe, la méchante engeance des écoliers conçut une haine féroce contre ce blondin toujours premier que le professeur estimait au-dessus des autres. Les plus paresseux formèrent entre eux une ligue offensive, et chaque jour, à la sortie du collège, l'élève modèle recevait une grêle de coups. On le poursuivait jusque dans les bras du domestique qui l'attendait à la porte, et comme la cour était grande, il arrivait fort maltraité, les vêtements en désordre, quelquefois même le visage en sang. Même si sa blancheur, sa pureté d'enfant est confrontée à la violence du monde, Alfred s'affirme peu à peu et prend confiance en lui. Voulant être un artiste complet, il se passionne pour le dessin, la peinture et la musique. Alors même qu'il n'a pas fini ses études, à 17 ans, il fréquente de grands artistes, allant dans des cercles littéraires prestigieux comme le Cénacle, une sorte de club artistique se réunissant notamment dans le salon du poète Charles Nodier. Là, il côtoie des auteurs et de grandes figures du mouvement romantique qui vont l'influencer, tels qu'Alfred de Vigny ou Victor Hugo. Il y est très remarqué. L'auteur Sainte-Beuve déclare même, vers 1829, « Il y a parmi nous un enfant plein de génie. » Cela le pousse à abandonner ses études de droit puis de médecine et à se consacrer tout entier à l'art. Il écrit du théâtre, de la poésie et même une traduction du livre anglais de Thomas de Quincy, « L'anglais mangeur d'opium ». La traduction est peu fidèle, mais montre tout l'intérêt que le jeune Musset porte à l'Angleterre et au style de vie des Anglais. Il devient d'ailleurs, comme beaucoup de jeunes de son époque, fan du poète Lord Byron. Fan de sa poésie, mais aussi de son style vestimentaire et de son attitude. Ce qui explique les gants. Et oui, en plus de sa jeunesse et de son talent précoce, Musset brille aussi par son attitude. Très vite, il est connu dans Paris et on le surnomme parfois le dandy débauché. Le dandysme est une mode venue d'Angleterre. Un dandy est un homme d'une grande élégance, vestimentaire et spirituelle, mélange de classe et d'impertinence. Fashion, mais aristocrate. Les dandys cherchent à sortir du lot, à se distinguer. L'expression dandy débauché montre en revanche que le dandysme de Musset s'accompagne d'une passion pour la débauche, la fête et l'alcool. Certes, il assiste à de sérieuses réunions littéraires, mais il traîne aussi dans des restaurants, des cafés, jouant au billard et s'amusant avec ses amis. Beaucoup d'anecdotes évoquent ses frasques et son attitude parfois paillarde. Par exemple, avec son ami Horace de Vielcastel, il s'amusait à faire des blagues aux enfants du quartier, à base de déguisements ou de batailles d'eau. Mais cette réputation originale ne lui suffit pas. Ce que veut véritablement le jeune Musset, c'est briller par sa plume. Ce qui nous amène au masque de théâtre. Voilà un objet essentiel dans cette valise. Dès 1829, à 19 ans seulement, Musset publie son premier recueil de poèmes, Contes d'Espagne et d'Italie. Dans la préface, il parle déjà beaucoup de théâtre et plusieurs poèmes ont la forme de pièces, avec des dialogues et des didascalies. Le recueil connaît un certain succès, mais, nous l'avons dit, enfant déjà, Musset adorait le théâtre et, comme beaucoup d'auteurs de cette période, c'est sur les planches qu'il aimerait se faire connaître. Il faut dire qu'à l'époque, c'était le genre le plus populaire et qui payait le mieux.
C'est en 1830 qu'il s'attaque enfin à la scène avec une comédie intitulée La Nuit vénitienne. C'est sa toute première pièce jouée en public et le succès est fulgurant. Non, c'est faux. En réalité, c'est un terrible échec. Un bide, un four. Rien ne va. La pièce est jouée le 1er décembre 1830 et dès la deuxième scène, des sifflets viennent déranger les acteurs. Quand le public se calme enfin, arrive une scène affreuse. Imaginez, l'actrice, Mademoiselle Béranger, porte une magnifique robe de satin blanc. Malheureusement, sans s'en rendre compte, elle s'appuie sur un élément du décor dont la peinture n'était pas sèche. Et bam! Sa robe est pleine de peinture verte. Le public éclate de rire et finit de ruiner la pièce, qui est annulée dès le lendemain. Traumatisé par cette mauvaise expérience, Musset décide d'abandonner la scène. Mais il n'abandonne pas pour autant le théâtre. Alors, vous allez me dire, le gars veut écrire du théâtre, mais ne veut pas le jouer devant un public. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? Eh bien si. Mais Musset est aussi paradoxal que brillant, et c'est exactement ce qu'il va faire. Ses pièces suivantes sont publiées dans la Revue des Deux Mondes, une célèbre revue littéraire, puis éditée sous un titre bien malin, Un spectacle dans un fauteuil. Le concept est simple, du théâtre, mais à lire bien à l'aise chez soi, avec son imagination pour seul metteur en scène et sans risque de peinture pas sèche. Ses textes connaissent un certain succès, tout comme ses poèmes qu'il continue d'écrire et qui lui permettent d'occuper une place importante parmi les artistes de son époque. Mais un événement va venir profondément bouleverser sa vie. Ce qui nous amène aux œufs. Alors non, la vie de Musset n'a pas basculé à cause d'une omelette trop cuite. Mais il faut revenir au début. L'amour a occupé une place centrale dans la vie comme dans l'œuvre de Musset. Et parmi ses plus célèbres histoires d'amour, il y a celle qu'il a entretenue avec George Sand. George Sand est un pseudonyme. Il s'agit de l'autrice Aurore Dupin, elle aussi très célèbre à l'époque. Alors accrochez-vous, je vais vous résumer ça, c'est les feux de l'amour l'histoire. Sand et Musset ont fait connaissance en juin 1833. Sand a 6 ans de plus que Musset, mais les deux tombent follement amoureux. Elle adore ses poésies, il adore ses romans. Ils s'échangent des lettres de plus en plus enflammées et multiplient les rendez-vous. Ils filent le parfait amour quand ils ont une idée qu'ont beaucoup d'amoureux. Et si on allait en Italie ? Au départ, tout se passe bien. Pas de chance pour eux, ça va mal tourner. Alors qu'ils sont à Venise, Sand tombe malade. Heureusement, Musset la soutient dans l'épreuve. Et non, c'est encore faux. Il préfère sortir et même fréquenter d'autres femmes. Une fois Sand guéri, les rôles ironiquement s'inversent. Musset tombe malade et c'est au tour de Sand de le tromper avec son beau médecin italien. Et leur amour se noie bien vite dans les canaux vénitiens. La relation est très complexe à résumer, mais c'est une suite de pardons, de ruptures, d'infidélités, de lettres enflammées ou malheureuses. Et comme l'écrit le poète Sainte-Beuve, ami du couple, « Ils passent leur temps à se maudire, à se retrouver, à se déchirer, à souffrir. » Évidemment, les journalistes et le petit monde littéraire se passionnent pour cette histoire et les ragots s'accumulent. Certains la suivent comme on regarderait aujourd'hui une émission de télé-réalité. Après ce fiasco vénitien, Musset rentre auprès de sa famille, brisé par la tristesse. Je m'enfermais dans ma chambre. J'y passais 4 mois à pleurer sans cesse, ne voyant personne et n'ayant pour toute distraction qu'une partie d'échecs que je jouais machinalement tous les soirs. Au moins, ce voyage l'inspire beaucoup et donne notamment naissance à sa pièce la plus célèbre, le drame romantique Lorenzaccio, dont l'idée vient en partie de Sand. En 1836, Musset publie son chef-d'œuvre romanesque, La Confession d'un enfant du siècle, qui connaît un grand succès. Musset s'est inspiré de sa relation avec Sand pour écrire ce livre, et il y parle d'amour, mais aussi de politique et de l'état de la jeunesse de son époque, après la fin de l'épopée napoléonienne et la lente victoire de l'idéal bourgeois. Il y popularise notamment la notion de mal du siècle, une sorte de souffrance mélancolique que ressent la jeunesse dans un monde ne répondant plus à ses désirs de gloire et de grandeur. Cette idée parcourt l'œuvre de Musset et on en trouve trace dès 1833 dans son long et superbe poème Rolla. Extrait. Je ne crois pas, ô Christ, à ta parole sainte. Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux. D'un siècle sans espoir naît un siècle sans crainte. Les comètes d'une autre ont dépeuplé les cieux. Mais vous allez me dire, d'accord, mais pourquoi des œufs ? Je vous explique, c'est un peu marrant. Si Musset a raconté son histoire avec Sand dans son livre,
Elle l'a fait aussi de son côté, en 1859, dans Elle et lui. Le roman provoque de nombreuses polémiques et choque notamment Paul de Musset, le frère d'Alfred, qui répond donc dans un livre intitulé « Lui et elle ». Désirant également donner son point de vue sur Musset, l'autrice Louise Collet écrit ensuite « Lui ». Les journalistes s'amusèrent beaucoup de la situation pendant des mois et surnommèrent même l'affaire « les œufs brouillés ». E-U-X, comme le pronom, mais ça sonne comme des œufs. C'est pour ça les œufs. Au moins, vous vous en rappellerez. Ensuite, la rose fanée. Ah, la rose, symbole de l'amour. Bien sûr, si son histoire d'amour avec Sand a profondément marqué la vie de Musset, ce n'est pas la seule qu'il ait connue. Loin de là. Toute la vie de Musset semble avoir été rythmée par l'amour. Dans sa biographie, son frère Paul raconte même que la première fois qu'Alfred est tombé amoureux, il n'avait que 4 ans. Précoce le petit. Il a eu beaucoup d'amour d'enfance et d'adolescence, mais il était aussi réputé pour être un grand séducteur. Il faut dire qu'il avait le sens de la formule et savait trouver les bons mots pour séduire. Aimer était nécessaire à Musset. Comme le dit son frère, « Il fallait toujours qu'Alfred fût amoureux, et il l'a toujours été. » Ainsi, Musset connaît énormément d'histoires d'amour qui le mettent en joie, l'attristent, mais qui l'inspirent toujours. Caroline Jaubert, Aimée Dalton, Pauline Garcia, la célèbre comédienne Rachel. On ne pourrait pas compter toutes les conquêtes de Musset. Il est même tombé amoureux d'une princesse, Christine de Belgiojoso, qu'il a recalée. Il a entretenu une relation avec la comédienne Mademoiselle Despréaux et avec l'autrice Louise Collet, dont nous avons déjà parlé. Musset est un amoureux passionné, mais aussi souvent infidèle. L'amour, même s'il lui est nécessaire, n'est pas toujours très stable chez lui. Évidemment, cela se ressent aussi dans son œuvre. Presque toutes les pièces de Musset parlent d'amour. On ne badine pas avec l'amour, inspiré de sa relation avec Sand, mais aussi La nuit vénitienne, À quoi rêvent les jeunes filles, Les caprices de Marianne, Le chandelier ou encore Il ne faut jurer de rien. Souvent, comme chez Molière ou Marivaux, les jeunes amoureux de Musset doivent affronter plusieurs difficultés pour se retrouver. Contrairement à Molière ou Marivaux, les histoires d'amour de Musset finissent souvent mal. Musset n'écrit pas seulement des comédies, mais aussi des proverbes ou des drames romantiques, mélangeant les genres, les tons, le comique et le tragique. Ces personnages aiment, mais sont souvent trahis ou malheureux. De là, la rose fanée. Car même si l'amour est présent partout, il est rarement parfait et finit souvent par se détériorer. On retrouve la même idée dans certains des plus célèbres poèmes de Musset, dans lesquels l'amour occupe une place centrale, mais où il est souvent malheureux ou perdu. Tenez, parce que vous êtes sympa, la dernière strophe de son superbe poème « Adieu ». Un jour, tu sentiras peut-être le prix d'un cœur qui nous comprend, le bien qu'on trouve à le connaître et ce qu'on souffre en le perdant. Et tout est dans ce paradoxe qu'on retrouve partout chez Musset. Oui, l'amour est essentiel et apporte du bonheur, mais il s'accompagne forcément de souffrance, de peine et de douleur. Pour Musset, cette souffrance terrible est pourtant acceptable, car il vaut mieux souffrir d'avoir aimé que de ne jamais avoir aimé du tout. Vérité qu'il rappelle dans le passage le plus célèbre de sa pièce, « On ne badine pas avec l'amour », inspiré d'une lettre de Sand. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Et enfin, la bouteille. Alors, on peut comprendre cet objet de 2 manières. Déjà, comme dans l'expression « prendre de la bouteille », c'est-à-dire vieillir, gagner de l'expérience. Et de l'expérience, Musset en gagne beaucoup. Ses poèmes sont très respectés, ses pièces sont des succès et il connaît de nombreux honneurs. Nommé tour à tour bibliothécaire du ministère de l'Intérieur, puis au ministère de l'Instruction publique, il devient même chevalier de la Légion d'honneur à 35 ans et membre de l'Académie française à 42 ans. Il connaît ainsi des années de réussite. En 1847, il retente même l'expérience théâtrale. Sa pièce Un caprice est un énorme succès. Le voilà réconcilié avec les planches et la peinture des décors. Malheureusement, plus il vieillit, moins il parle à la jeunesse de son époque et ses œuvres suivantes marquent moins le public. C'est aussi un paradoxe chez Musset.
Ses textes les plus célèbres ont été écrits entre ses 18 et ses 28 ans, comme s'il devait être un exemple de l'éternelle jeunesse. L'auteur Théophile Gautier déclare d'ailleurs à ce sujet « Alfred de Musset est le poète de la 20e année. Sa muse n'a connu que le printemps, et à peine le commencement de l'été. L'automne ni l'hiver ne sont venus pour elle. » Et oui, Musset a connu le printemps et l'été, mais n'a pas vécu assez vieux pour connaître son automne et son hiver. Nous avons pris la bouteille au sens figuré, nous pouvons aussi la prendre au sens propre, car Musset, comme nous l'avons dit, aimait les fêtes et les excès. D'après certains, cela aurait aussi précipité son déclin. À l'Académie française, certains le surnommaient « le chancelant perpétuel ». Manière de dire qu'il buvait beaucoup et ne marchait pas toujours bien droit. Il avait également des troubles psychiques, comme a pu le raconter George Sand, évoquant des moments de crise, d'incohérence ou d'hallucination. Et ces problèmes s'accentuent en vieillissant. Maladie mentale, physique, dépression, syphilis, alcoolisme. On ne sait pas exactement ce qui mine le plus sa santé. Le 2 mai 1857, à seulement 46 ans, Alfred de Musset meurt chez lui, à Paris. Son frère, présent à ses côtés, le raconte avec beaucoup d'émotion. Son visage prit une expression étrange d'étonnement et d'attention. Ses yeux s'ouvrirent démesurément. Je lui demandai s'il souffrait. Il me fit signe que non. À mes autres questions, il ne répondit que ces mots en remettant sa tête sur l'oreiller. Dormir. Enfin, je vais dormir. L'insomnie ayant toujours été son ennemi le plus implacable, je pris ce besoin de dormir pour une crise favorable. C'était la mort. Il ferma les yeux pour ne plus les rouvrir. Peu de gens assistent à ses funérailles, mais son œuvre est redécouverte après sa mort, défendue par son frère, Sand et les gens l'ayant connu et aimé. Ses pièces de théâtre sont beaucoup jouées à la fin du 19e et lors du 20e siècle, avec un succès grandissant. Sur un côté de sa tombe, au cimetière du Père-Lachaise, où il repose aujourd'hui encore, on peut lire ces vers. « Rappelle-toi quand sous la froide terre, mon cœur brisé pour toujours dormira. Rappelle-toi quand la fleur solitaire sur mon tombeau doucement s'ouvrira. Je ne te verrai plus, mais mon âme immortelle reviendra près de toi comme une sœur fidèle. Écoute dans la nuit une voix qui gémit. Rappelle-toi. » Et voilà, sacré parcours et sacré voyage que celui de Musset, en France, en Italie et sur les routes tortueuses de la poésie et de l'amour. Il n'a vécu que 46 ans, mais a tant écrit et tant aimé qu'on pourrait croire qu'il a eu 1001 vies. Pour en apprendre plus sur l'œuvre au programme du bac « On ne badine pas avec l'amour », n'hésitez pas à aller écouter nos podcasts « Filage » et « On ne badine pas avec l'amour » en 3 coups. En attendant, refermons cette jolie et triste valise. On ne sait jamais. Il pourrait vouloir la récupérer et, qui sait, repartir vers Venise ? On espère que ça se passera mieux cette fois.